Canal+ en direct jusqu'à 20h50 avec ce soir Jean Van Hamme et Caterina Morino pour la série 13 qui fait l'événement ce soir sur Canal. Et un couple heureux, le vainqueur du Grand Prix de l'Arc de Triomphe, Christophe Soumillon, et sa femme Sophie Talman. Comme chaque soir, Ariane est avec moi, ainsi que Jean-Michel Apathy et Ali Badou. Bonsoir. C'est le coup littéraire de l'année. Le secret le mieux gardé de Paris a été révélé la semaine dernière. La publication de la correspondance entre Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy. Les deux ennemis publics sont avec nous jusqu'à 19h50. Voici BHL et Michel Houellebecq. Alors, c'est effectivement l'événement de la rentrée littéraire. Ali Badou a imaginé tout un tas de scénarios, sauf le bon, ces derniers temps. Quand on a tout essayé. On a tout essayé que Michel Houellebecq... Il y avait Jospin Houellebecq, la possibilité d'une île de Ré. Oui, pas mal, oui, il y a eu il y en a eu d'autres. Bon, on va maintenant tout ça c'est fini. Donc le livre sort donc coédité à la fois chez Flammarion et chez Grasset. Donc c'est un échange de correspondance. Autrement dit, vous ne vous êtes pas vu beaucoup, très peu, sauf peut-être au moment de décider de faire ce livre. Oui. Ouais. Comment ça s'est passé? Bon, j'ai proposé qu'on débatte et Bernard-Henri m'a dit c'est pas, il faudrait mieux faire une correspondance, ça serait mieux. Donc, et c'est un genre que j'ai jamais pratiqué, hein, et ça m'a tenté. Alors c'est de janvier à juillet, vous avez, donc toutes ces lettres sont là, ça fait 300 pages dans ce livre. Alors on va y venir évidemment dans le détail, vous avez l'impression d'être mal aimé, mais c'est pas le cas à la sortie de ce livre. Hein. Vous avez une très bonne presse, y compris dans la presse française et la presse étrangère évidemment. Alors la première lettre, je vais commencer par la première lettre, parce que vous donnez le ton et vous y allez pas mollo. Alors tout, comme on dit, nous sépare, à l'exception d'un point fondamental, nous sommes l'un comme l'autre des individus assez méprisables. Vous adressez à Bernard-Henri Lévy, vous ajoutez à son intention, donc, spécialiste des coups foireux et des pantalonnades médiatiques, vous déshonorez jusqu'aux chemises blanches que vous portez. Alors, quand vous avez reçu ça, et après ça continue, hein, comment vous avez reçu ce boulet? Ah ben, je l'ai reçu en répondant immédiatement qu'il y avait trois hypothèses. Ou bien on partait dans le masochisme échevelé, c'était une piste, ou bien j'essayais de lui expliquer qu'on n'était pas obligé, qu'il y avait aussi des vies heureuses et que nous étions plus heureux que les gens qui nous traitent ainsi, ou bien on décidait de parler de littérature et de vraiment correspondre. C'est supposé être marrant cette page-là. Ouais, quand on lit jusqu'au bout, elle est drôle. Oui, très drôle. Bien sûr, mais ça, il faut lire le livre. Vous autoflagellez. Mais ça, Denisot n'a lu que le passage sur moi. Non, Denisot a lu le livre en entier pendant le week-end. Non, mais là, plaisir. Bien sûr. Il est assez brutal pour démarrer un livre. Votre médiocrité, ma nullité, et c'est assez amusant la façon dont vous vous réappropriez les critiques les plus violentes qui ont été formulées contre l'un ou contre l'autre, mais au fond, les gens vous aiment plutôt, vous avez du succès l'un et l'autre quand vous écrivez chacun vos livres. C'est une image. Ouais, c'est l'image. Par exemple, les Guignols de l'info, moi j'aime beaucoup. Mais tout le monde sait que c'est des marionnettes, c'est le genre de la caricature, quoi. Le problème, c'est quand l'image qui est donnée de nous dans les médias n'est pas plus riche que ça et sans être marrante. Mais quelle image vous aviez l'un de l'autre avant de commencer cette correspondance? Michel Houellebecq, quelle image vous aviez de Bernard-Henri Lévy? J'ai fini par me rendre compte qu'en général, l'image des gens est fausse. Donc, je me disais que ça devait être tout à fait autre chose que ce qu'on raconte sur les chemises. Bernard-Henri Lévy, vous posez une question à un moment dans l'une de vos lettres. Vous dites, et si on n'était jamais que cette image-là? Et s'il n'y avait pas de double fond? Non, moi je crois au contraire qu'on triomphe toujours quand on est un écrivain. On triomphe toujours du cliché, de la meute. Vous parlez de la meute, oui, là, parce que la meute est faible. Il y a une lettre, au contraire, un jour où... Parce que c'est une vraie correspondance. Hein, c'est une correspondance entre deux écrivains. Il n'y a pas de témoins, personne ne lit par-dessus notre épaule. Tous les gens, d'ailleurs, qui s'étonnent du secret. Il y a une bande d'esprits simples qui ont l'air de faire toute une histoire du fait qu'on ait correspondu en secret. Ils n'ont pas l'air de savoir qu'une correspondance, c'est ça. C'est le principe. On a correspondu en secret, en se racontant des choses invraisemblables, dont on pensait l'un et l'autre qu'on ne les raconterait jamais à quiconque. Je pense que jusqu'à une date assez tardive, d'ailleurs, on n'était même pas sûr que ce livre pourrait être publié, que ce qu'on y disait
d'autres pourraient le lire, etc. Puis l'idée aussi, c'est qu'on peut enlever ce qu'on veut. Enfin, c'est secret, quoi. C'est un secret entre nous. Voilà, Enfin, donc c'était un secret entre nous, c'était des secrets. C'est comme quand on rencontre un voyageur dans le train et qu'on sait qu'on ne le reverra plus. Nous, c'était pas le cas, on savait qu'on se reverrait, mais lui était à Shannon, en Irlande, moi j'étais aux États-Unis, on s'écrivait, on s'est dit dans ce livre des choses ahurissantes. Il y a des choses que vous avez coupées? Non. Non. Non, c'était la règle du jeu, je crois qu'on Mais a rien vous compris. étiez juste- non, moi je... Mais non. Vous vous étiez fixé des règles, justement. Est-ce que vous avez préparé cette correspondance? Parce que la mayonnaise aurait pu ne pas prendre. Est-ce qu'il y avait comme ça une sorte de charte entre vous? À part ne pas trop se parler en dehors. Oui. Ouais, on ne s'est quasiment pas parlé en dehors. Parce que ça devient quelque chose... pour qu'il y ait vraiment... Il faut se reporter au temps où les gens s'écrivaient des lettres et ne pouvaient pas se parler. S'écrivaient à longue distance, c'était le seul moyen. Et c'est un art que j'aime bien, hein, qui... Voilà, on voulait faire quelque chose comme ça. Alors, il y a des choses très, très personnelles sur vos vies familiales, vos parents, votre père, votre mère, en particulier vous, Michel Houellebecq. Puis aussi, et ce qui ressort, c'est ce désir d'être aimé. Et vous dites, le désir d'être aimé de tous, et en raison de ce que vous avez de pire. Oui, il y a de ça, oui. Bon, oui, effectivement, c'est paradoxal, mais je veux qu'on m'aime pour ce que j'ai de pas bien en moi, oui. C'est un peu audacieux. C'est-à-dire C'est-à-dire je sais pas. Je suis sûr que tout le monde a un avis là-dessus, en fait. J'ai pas... Enfin, faut lire mes livres. Ouais. Et puis il faut lire celui-là, parce que ce que Michel a de pire et ce qu'il a de meilleur, de pire aux yeux de certains et de meilleur vraiment, est dans ce livre. Je crois que surtout que c'est ça que permet la correspondance. Ce qu'il y a de pire est là. Et vous êtes très soucieux aussi de votre image. Il souligne que vous recherchez sur Google tous les jours ce qu'on dit sur vous, c'est vrai? Non, c'est pas ça. La seule fois où on s'est vu, quand ce projet est né, je lui avais dit oui, qu'il y avait cette fonction Google Alert que lui avait désactivée et que moi j'avais activée. Non, moi ce que je dis, et qu'il a du mal à croire et puis qu'il finit par croire, c'est que moi, être aimé ou ne pas être aimé, ça m'est indifférent. Non. Non. Bah écoutez, non. En tout cas, c'est ce Oui, que... alors bon, oui. Oui, mais c'est vrai. Ça m'est indifférent, c'est pas ça mon problème. Je me moque d'être aimé ou de ne pas être aimé. Sincèrement. Oui. Moi, je crois que c'est la formule de Michel, vivre comme Voltaire, les armes à la main, donc gagner. Gagner, c'est très important. Gagner les batailles politiques dans lesquelles je m'engage. Oui, gagner... c'est un guerrier, hein. Mais dans l'une des dernières Pas vous, lettres... hein. Vous dites que s'il y a eu la guerre, c'était... Oui, je suis plutôt le genre pas courageux. carapaté, ouais. Ouais, lâche. C'est... Bah oui, c'est bizarre, je sais pas... Non, lâche, moi je suis pas d'accord. Oui, ça qu'il dit. Non, Ouais, d'ailleurs, non, vous c'est pas ce qu'il dit, non. pas d'accord, mais- C'est pas ce qu'il dit. Là où nous sommes d'accord l'un et l'autre, c'est Ouais. au contraire Vous face dites- au vous dites- vrai ouais. phénomène de meute. Parce que, Ouais, c'est ça. parce que là encore, les gens disent la meute, ce serait la meute contre nous. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un cas très précis. C'est dans les lycées, chose que tous les gens qui nous regardent ont connue, la meute de petits salopards sur le dos d'un souffre-douleur. On a tous connu ça. Le type à qui on pique sa trousse, à qui on barbouille le visage d'encre et qu'on traite en petit paria dans une classe. C'est de ça qu'on parle quand on dit la meute. Et on dit l'un comme l'autre qu'on a toujours, c'est un des points qu'on a en commun, qu'on a toujours pris parti contre le petit gars persécuté contre la meute. Est-ce que vous dites que vous êtes incapable d'obéir, hein, je cite, et lorsque j'ai l'impression qu'un ordre m'est donné, quelque chose en moi se fige. Ah oui, je peux pas. Et c'est vrai que je peux... C'est pour ça que je peux apparaître courageux. Et c'est-à-dire que ma vie en dépendrait-elle, j'obéirais pas à quelque chose qui me plaît pas. Non, je peux pas faire ça, c'est de l'orgueil peut-être, hein, c'est de l'orgueil. Mais un mot Mais on justement peut sur pas- ces questions d'image. Dans l'une des Mais dernières c'est- lettres Bernard-Henri Lévy, Ouais. vous parlez de Romain Gary et de la possibilité de changer d'identité, d'écrire sous pseudo et donc de casser complètement ce rapport avec l'image qu'on renvoie au public. Et il y a cette idée, on a envie de se demander pourquoi est-ce que vous ne le faites pas, ni l'un ni l'autre. On l'a fait là. C'est-à-dire que cette tentative, c'est exactement ça. Cette idée de Gary, qui à un moment donné où on suffoque dans sa propre caricature, dans sa propre marionnette, et vous en savez quelque chose à cette émission, vos marionnettes sont très bien faites. Moi, il se trouve que j'en ai une. Et c'est vrai qu'elle ressemble à l'idée qu'on peut se faire de moi. Alors on s'y fait à cette marionnette. Puis à un moment donné où on n'en peut plus. Alors il y a deux tentations. Ou bien on fait Gary et on en meurt. Parce que ce que je démontre dans cette lettre, c'est que Gary est mort d'avoir essayé de tordre le cou à sa marionnette. Ou bien on fait ce qu'on a fait.
c'est-à-dire sans personne lisant par-dessus notre épaule, avec une liberté totale, en allant au fond de nous-mêmes, de nos secrets les plus intimes, sur nos familles, sur nos rapports aux femmes et à la sensualité, sur notre conception de la littérature, sur notre peur ou pas de la mort, dire la vérité. Et ça, c'est l'autre alternative. C'est Gary ou, en effet, ce qu'on a essayé de faire là. Alors, on va se retrouver après la pub avec Bernard-Henri Lévy et Michel Houellebecq. On va parler de vos familles, ce que vous dites de vos familles et des femmes. À tout de suite. Le grand journal avec Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy pour la sortie d'Ennemis publics, cet échange de correspondance coédité par Flammarion et Grasset. Donc c'est l'événement de la rentrée littéraire. Il y a un très gros tirage, il y a 150 000 exemplaires qui viennent de sortir. On a dit qu'on allait parler de vos parents. Alors vous parlez de votre, Bernard-Henri Lévy, de votre grand-père qui était photographe à Mascara, qui avait un petit photographe. Vous dites, je suis né pauvre, votre père a réussi ensuite dans les affaires, mais était un peu en marge du système et bourgeois, c'était un homme de gauche. Dire qu'on était de droite, c'était comme une insulte et méritait une paire de claques. Qu'est-ce qui vous reste de ça? Moi, je ne suis pas né pauvre. Mon père est né pauvre. Votre père est né pauvre. Mon père est né pauvre, oui, c'est ça. Oui, je raconte comment mon père a vécu toute son enfance et son adolescence jusqu'à son départ pour l'Espagne dans des conditions qu'on ne connaît pas, même dans la pire des favelas brésiliennes ou dans le pire des bidonvilles de je ne sais où. Et qu'est-ce qui me reste de ça? Il me reste, je crois, 2-3 petites choses quand même, c'est-à-dire le fait que l'argent n'est pas une valeur en soi, le fait que les choses importantes ne sont pas là. Et il me reste surtout une image de cet homme, de ce père, que Michel m'a obligé m'a requis à écrire et que je révère et qui me bouleverse quand j'y pense et quand j'écris sur lui. Il me reste un portrait de mon père. Vous, il y a des séquences sur votre père aussi qui sont très émouvantes. Quand vous étiez petit, votre père s'arrêtait à une station-service et vous aviez peur un peu qu'il ne revienne pas. Ah non, mais le plus bizarre, c'était son attitude par rapport au monde, son attitude de retrait. Vous savez, peut-être j'ai atteint l'âge où ça commence à revenir, les souvenirs d'enfance. Et c'est les adultes ne se rendent pas compte à quel point leurs enfants leur regardent pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un adulte, de comprendre ce que c'est que la vie. Et moi, je comprenais que la vie, c'est un truc auquel mon père adhérait pas tout à fait. C'est-à-dire, plus ça allait, plus il faisait de longs parcours sur la route, moins il avait envie de s'arrêter, de sortir de l'autoroute. Enfin, c'était... côté vaguement Antonioni, enfin, je sais pas, il était... donc ça... Moi, j'ai peur de devenir comme ça, en fait. D'être de plus en plus en retrait du monde, de plus en plus misanthrope. C'est pour ça aussi qu'il y a eu ce livre, finalement, quelque part, expliquer, raconter d'où on vient pour savoir où on va, l'un et l'autre. Non, moi, j'adore ce livre, en fait, pour cette raison, parce que je sais que je ferai jamais de bonne autobiographie. Je suis pas doué comme Rousseau, je suis pas doué comme... même comme Modiano. Et vous en faites de la matière, de la matière romanesque? Non, c'est pas pareil. Quand on écrit un roman, le personnage domine, en fait. Tout de suite, il se met à se développer tout seul, enfin... Et là, j'étais très content de pouvoir revenir sur mon enfance, mais comme ça, de temps en temps. Et c'est ça qui est assez touchant dans ce livre, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que effectivement, ça bascule, que vous vous confiez beaucoup plus l'un à l'autre, vous racontez des choses effectivement intimes. Qu'est-ce qui fait, alors que vous ne vous connaissez pas, que tout d'un coup, l'un et l'autre, vous dites des choses que vous n'avez probablement jamais dites à personne? C'est peut-être le fait qu'on ne se connaisse pas, justement. C'est peut-être le fait qu'on ne se connaissait pas, c'est peut-être le fait qu'on avait et qu'on a toujours d'ailleurs, des visions du monde qui ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, Ennemi public, là encore, les gens sont incroyables. Tout le monde croit qu'ennemi public, ça veut dire qu'on se vit comme des parias. La langue française est un peu plus riche que ça. Ennemi public, ça veut dire aussi, et c'est même pour ça qu'on a inventé ce titre, ça veut dire aussi que publiquement, nos images publiques, nos clichés et un peu nos visions du monde n'étaient pas les mêmes. Et qu'on s'est retrouvés, en effet, dans ces domaines comme ça, souterrains, secrets, où la vérité des êtres affleure. Donc c'est justement parce que publiquement, on était sinon ennemis, du moins très loin l'un de l'autre, qu'on a pu, alors c'est ce que Michel appelle la littérature de l'aveu, dire des choses, encore une fois, parce que des fois j'ai l'impression qu'on est comme des enfants
bon, toi tu me dis un secret, et moi je t'en dis un, etc. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais il en reste un, on avait l'image de Bernard-Henri Lévy avec une communication assez maîtrisée depuis qu'on vous connaît. Et là, on apprend beaucoup plus de choses sur vous personnellement, je ne parle pas de votre œuvre, mais que d'habitude. Oui, mais vraiment, je n'aurais jamais... Michel, par exemple, me fait réfléchir à des choses. La question des animaux, par exemple. Vous n'aimez pas les animaux, je n'aime pas les animaux. Vous n'aimez pas Nietzsche. Et le plus proche compagnon de Michel, c'est, je crois, son chien Clément. C'est vrai que j'ai réfléchi, grâce à Michel, voilà, j'ai réfléchi grâce à Michel à cette affaire-là. C'est mon plus proche compagnon. Disons que on discute d'une question philosophique, ce qui est... Pour moi, il n'y a pas de différence de nature fondamentale entre l'animal et l'homme. C'est pour Bernard-Henri, si. Il y a une différence de nature fondamentale et quelque chose qui est l'esprit et dont moi je nie l'existence. Comment est-ce que les hommes et les femmes font l'amour? Alors Michel a une thèse, par exemple, et puis moi j'en ai une autre. Hein, je ne sais pas si on peut le dire ici, ça. Allez-y. Les hommes et les femmes, on parle de ça? Ah, l'amour au petit matin. Là, non, je parle de moi. Là, vous parlez de vous et moi je parle de moi. Mais pas le même point de vue là-dessus. Oui, je parle même de la littérature. Moi, j'aime bien être... Non, mais vous échappez, là. Non. Pas du tout. Je m'échappe pas, je dis que dans les deux cas, dans la littérature comme dans Faire l'amour, j'aime bien être pas tout à fait lucide, mal réveillé, un peu extatique. C'est l'exact inverse. Et moi je dis que c'est l'exact inverse, que j'ai besoin au contraire d'une lucidité maximale, de mes misérables radars à peu près en batterie. Mais là on est déjà page 310, quoi, je veux dire, c'est la fin. Oui. Ah non, pas 310. Non, bien avant. Je crois pas on n'y arrive pas tout de suite. Je suis pas tout à fait sûr de ça, mais bon. Et d'un mot, il y a un mystère, il y a un mystère dont on n'a pas parlé, c'est celui de votre journal, parce que vous dites que vous racontez beaucoup de choses. Il y a ce qu'on découvre, à savoir des mémoires, quelque chose de très étrange que vous écrivez, Bernard-Henri Lévy, et qui ne sera jamais publié. Non, qui ne sera jamais publié. C'est quelque chose que je dicte sur un magnétophone tous les soirs avant de m'endormir depuis 30 ans. Et dont la fonction est de servir à ce genre de livre. C'est-à-dire qu'en effet, quand je veux retrouver une anecdote, retrouver la saveur d'un instant, une rencontre avec un écrivain, une rencontre avec Roland Barthes ou avec Louis Aragon ou d'autres, je repuise dans ce journal. Et ce que je raconte en revanche, c'est le jour où quelqu'un m'a fait si peur en me disant, parce que ce journal est impubliable, bon, quelqu'un m'a fait si peur en me disant que tout un jour ou l'autre sort. Et je raconte dans le livre quel dispositif de fou et de paranoïaque j'ai mis en place pour faire en sorte que cette chose, si je meurs demain matin... Donc ça va aiguiser encore plus sa curiosité, donc ça sortira. Mais ça sortira. Non, parce que c'est verrouillé. Je crois que c'est la petite question de Bruno Donnet à votre intention. La France a peur. Cher Bernard-Henri Lévy, cher Michel Houellebecq, une petite question me taraude de la crise de la culture. Car s'il ne m'a pas échappé qu'on était méchamment dans la semoule, que la croissance négative, excusez l'oxymore, nous empêchait d'injecter des liquidités dans le marché du parachute doré. C'est une crise comme il ne s'en produit qu'une ou deux fois par siècle. J'ai été frappé de constater que la crise touchait également le petit monde de l'édition. Et là, je crois qu'en effet, une ligne jaune a été franchie. Puisque, comme Fortis avec la BNP, Flammarion est désormais contrainte de fusionner avec Grasset pour pouvoir vous publier. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non qu'il y ait des gros groupes mondiaux qui se forment. Quant à vous, vous voilà donc obligé d'accepter l'inacceptable pour pouvoir continuer de travailler. Ça, c'est pas supportable. Condamné au mariage de la carpe et du lapin. Puisque Michel déteste Bernard-Henri. C'est un riche qui fait semblant de s'intéresser aux pauvres pour se faire de la pub. Qui le lui rend bien. Ennemi du genre humain, cynique et misogyne. Alors voilà, à l'heure où même la télé est frappée par la crise... C'est l'échec du sarcasme et de la provoque. Au moment où les plateaux n'y sont même plus chauffés et où Michel Houellebecq en est réduit à garder son paletot pour survivre au frigo... Il y a un peu de ça par moment. Je me demandais si la crise de l'économie mondiale pouvait préoccuper de purs esprits comme vous. Il n'y a pas d'autre question aujourd'hui. Et voilà pourquoi je ne résiste pas à l'envie de vous soumettre la petite question suivante. Faut-il que BNP rachète BHL ou est-il préférable de nationaliser Houellebecq? C'est une putain de bonne question. C'était une pirouette. Oui. Moi, je veux bien être nationalisé, tout de suite. En Irlande? Oh non, mais j'aurais pu être un poète en régime soviétique. Enfin, j'aurais fini par avoir des ennuis, mais bon. Ouais.
Ça, c'est un de nos points de désaccord dans le livre. Il en reste quelques-uns quand même. Sur le poutinisme. Sur le poutinisme. Il en faut, il en faut. S'il n'y a pas de point de désaccord, on n'arrive pas... à faire... Non, il faut des points de désaccord. Mais il y en a, oui. Et ça, c'en est un. L'idée qu'on puisse être nationalisé... Non, mais soyons sérieux une seconde. C'est-à-dire, l'idée qu'on puisse être nationalisé, c'est-à-dire un écrivain russe néo-soviétique version poutinienne. Moi, c'est une idée qui me fait horreur. Moi, je demande à voir, et puis j'attends les ennuis, comme d'habitude. Alors, on enchaîne avec Jean-Michel. Les responsables politiques, Jean-Michel, ne parviennent pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, à stopper la crise. On peut parler de lundi noir, parce que la bourse en France, par exemple, a perdu 9,04%, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création du CAC 40. Et c'est partout pareil sur les places européennes. Lundi noir, on le constate sur toutes les bourses, places européennes. Donc Paris, Francfort, Londres, New York a plongé, les bourses asiatiques plongent. Et ce qu'il y a de formidable dans ce plongeon, c'est qu'il n'aurait pas dû se produire. Parce que vendredi soir, les Américains ont mis 700 milliards d'euros sur la table pour nettoyer les bilans des banques. Et samedi, les 4 dirigeants des grands pays européens se sont réunis à Paris pour essayer de faire passer un message clair. Nous ne laisserons pas tomber une seule banque en Europe, nous les soutiendrons toutes. Je ne sais pas toujours avec quel argent ils le feront, mais enfin, ils l'annoncent. Et aucun épargnant ne sera lésé, tous les comptes seront garantis. Donc, normalement, les bourses auraient dû remonter aujourd'hui. La confiance aurait dû réapparaître. Les gens qui ont de l'argent auraient dû dire, oui, j'ai une décision d'investissement, je veux acheter ceci ou cela, mais je le fais. Et puis non, c'est en train de se gripper. Alors pourquoi ? On en est réduit à des hypothèses, on formule des idées. D'abord, le plan Paulson, il n'est pas applicable tout de suite. Les 700 milliards de dollars qui vont nettoyer, par hypothèse, le marché américain, ils ne commenceront à le faire que dans un mois et demi. Donc, en attendant, les décisions d'investissement, les décisions d'achat sont gelées aux États-Unis. Les États-Unis sont en train d'entrer dans une récession très profonde. Et ça, évidemment, de ce côté-ci de l'Atlantique, ça pèse aussi sur le moral. Et puis ici, il y a aussi autre chose, c'est qu'aucune banque n'a encore fait faillite, mais tout le monde pense que le système bancaire européen, très éclaté entre 27 pays, est fragile. Il est fragile en Islande, il est fragile au Danemark, probablement fragile en Irlande, en Grande-Bretagne, et aujourd'hui, tous les regards convergent surtout sur l'Allemagne. La 4e banque allemande, on sait qu'elle a des problèmes depuis quelque temps, on pensait qu'elle avait des actifs pourris, des dettes qu'elle ne récupérerait pas, des mauvais investissements à hauteur de 35 milliards d'euros. Et puis les spécialistes ont regardé les comptes de cette banque, elle s'appelle Hyporeal, c'est le 2e investisseur immobilier en Allemagne, donc c'est très important. Et ce week-end, ils se sont rendus compte que d'ici à la fin 2009, cette banque devrait peut-être 50 milliards, voire 100 milliards. Où trouver 100 milliards pour la recapitaliser, pour donner confiance aux investisseurs? Personne n'a la réponse aujourd'hui. Et du coup, le système bancaire allemand est très fragile, et même s'il ne s'écroule pas, parce que là, ce serait la catastrophe absolue, évidemment, les affaires allemandes s'en ressentent. C'est-à-dire que la machine allemande est en train de se gripper. Si la machine allemande se grippe, la machine française va le faire aussi. Et par boule de neige comme ça, tout le monde a peur d'une récession formidable. Elie Cohen parlait de dépression. On est au bord de ceci, c'est-à-dire un chômage qui monte, parce que les affaires freinent, voire s'arrêtent dans certains secteurs, et un pouvoir d'achat qui diminue. Donc évidemment, tout ça est remarquablement présent devant nous. On ne sait pas comment l'éviter. Il n'y a pas d'autorité politique, il n'y a pas de puissance financière qui puisse l'éviter, et on y va un petit peu tout droit. Et puis ça a une conséquence qui n'est pas encore visible, mais qui est aussi devant nous et qui peut changer le monde. L'Occident mène aujourd'hui, et puis c'est surtout vrai des États-Unis d'ailleurs, 2 guerres, une en Irak, une en Afghanistan, qui sont en train de les sécher financièrement. Alors s'il faut maintenant sauver le système financier et le système économique, probablement la capacité financière de mener un effort militaire comme celui qui est mené aujourd'hui va disparaître. C'est-à-dire qu'en filigrane s'inscrivent le retrait des forces occidentales, et notamment américaines, d'Irak et d'Afghanistan. Et ça, c'est un bouleversement mondial qui est là aussi devant nous. C'est ça la crise. Merci Jean-Michel. Un commentaire rapide, Bernard-Henri Lévy, Michel Houellebecq. Oui. Non, moi j'étais aux États-Unis, là je suis rentré pour votre émission en fait, et hier soir. Moi ce qui me frappe beaucoup aux États-Unis, c'est que les gens n'y comprennent plus rien. Les chiffres que vous donnez là, ces espèces de billions de dollars, de milliards, de trillions, etc., donnent le vertige aux plus avertis des Américains. Et la deuxième chose, c'est une colère terrible, parce qu'il y a quand même une chose qui se passe en ce moment en Amérique, c'est que quand les spéculateurs gagnent, c'est pour eux, et quand ils perdent, c'est pour l'État. Voter le plan Paulson, c'était un scandale, et ne pas le voter, c'était une catastrophe. Voilà, mais c'est ça la nouvelle règle du jeu en Amérique. Et ça, il y a une colère qui gronde dans l'Amérique profonde, à gauche et à droite. C'est cette espèce de mutualisation des pertes
Hein, quand on perd, c'est pour les contribuables. Et quand on gagne, c'est pour nous. Et là, il y a quelque chose de terriblement choquant qui fait que ce système ne pouvait plus durer. Donc il est en train, c'est ni récession, ni stagnation, c'est implosion. Moi, je crois qu'il y a un système financier qui est en train d'imploser. Et je crois que c'est plutôt bien, c'est plutôt moral. Merci, on va passer au petit journal actu de Yann Barthès. Que s'est-il passé dans le monde pendant qu'on avait le dos tourné? C'est le 24 heures en 24 secondes. François Fillon a même endormi le président du Sénat. Le président de la BCE cherche la croissance. Il y avait du vent à Antibes. Bernard Kouchner a la même coupe que Tsipi Livni. Il y avait vraiment beaucoup de vent à Antibes. Bertrand Delanoë a fait hi hi hi. Antibes, ville du vent. Et enfin, Bernard Laporte aurait-il quelque chose à se reprocher? Et je voudrais vous annoncer un scoop, je ne suis pas le papa de l'enfant de Rachida Laporte. On lui avait rien demandé. Quand le sport et l'Europe se rassemblent, ça donne une fiesta au pied de la Tour Eiffel. Rassemblement au Champ de Mars de tous nos champions sont passés quelques ministres. Xavier Darcos qui nous a fait la leçon. Ouais, c'est bien de faire du sport un peu, ça vous ferait du bien aussi. Fadela Amara, Rachida Dati, mais c'était surtout la journée de Bernard Laporte, qui n'est pas le père de l'enfant de Rachida Dati, et de Roselyne Bachelot, et pour cause, elle est... Minister of Health, Youth and Sports. And Sports. Et ça tombe bien, car Roselyne Bachelot ne s'est pas essayée à la course. Voulez-vous essayer un petit peu la marche? Mais je l'ai fait, j'en ai fait au parc de Sceaux il y a 15 jours. Voilà, elle ne s'est pas essayée à l'escrime, elle s'est vaguement essayée au tir. En revanche... Il y a des choses à manger, moi j'ai faim. Je suis à quelle table? Là-bas? Ça creuse le sport, madame la ministre. Bah oui, ça... Eh oui, ça l'a fait rire, mais en même temps, elle ne s'est pas laissée abattre. Regardez. Cette sorte d'être est insensée. C'est des pauvres. Non, pas de coq à l'ail. Coq à l'ail plutôt qu'à zéro. D'accord. Nous adorons cette affaire qui secoue le Québec depuis près d'un an, une histoire sulfureuse d'adultère entre un ancien ministre des Affaires étrangères et une jeune femme. Nous adorons cette affaire pour ça. Julie Couillard. Julie Couillard. Julie Couillard, Madame Couillard. Julie Couillard. Avec Madame Couillard. On adore l'affaire Couillard et c'est une Couillard gonflée à bloc qui était invitée du talk-show québécois Tout le monde en parle et forcément ça donne des conversations hors du commun. Voici Julie Couillard. Et une Couillard, ça parle comme ça. Ah ben là, moi je suis une traînée, je suis une moins que rien. Bon, on comprend pas tout, mais quand on comprend, ça parle mal une Couillard. Qu'on me qualifie de dévergondée, de traînée, de ci et de ça et de l'autre. Vous savez, ça fait pas de moi une tenancière de bordel. Je suis déjà assez la bitch de service. Hein. J'étais pas une salope, là. J'étais pas une traînée. Avez-vous un amoureux? Stop! Et à question qui tue, réponse qui tue. Non plus, hein. Connaissez-vous bien des hommes qui seraient intéressés à venir se frotter à la Julie Couillard? Plus rapide que le petit journal qui a trouvé un futur champion d'escrime hier sur le Champ de Mars, c'est lui. Voici les news. Retour à Roselyne Bachelot et à son week-end sport et réflexion volée. Si je devais faire un sport, j'aimerais bien faire de l'aviron, mais toute seule. Je sens que je vais me mettre à l'aviron. De l'aviron avec un petit coup de blanc derrière la cravate. Pendant ce temps, révélation incroyable de Barack Obama. It's not a time for politicians to concern themselves with the next election. It's a time to say that I am not the father of Rachida Dati son. C'était la fiesta en fin de semaine dernière à Bercy. Énorme rassemblement de 12 000 apprentis européens. Christine Lagarde a été applaudie. Celui qui n'est pas le père de l'enfant de Rachida Dati, un triomphe. Le secrétaire d'État au commerce, Hervé Novelli, un triomphe. Venus de toute l'Europe, je voudrais vraiment
Et devait être présent Nicolas Sarkozy, portait pas à la cause du G4, un peu moins de triomphe. Président de la République française, monsieur Nicolas Sarkozy. Une matinée riche en événements, en surprises, où nous accueillerons de nombreux ministres, des chefs d'entreprise, des invités prestigieux, des apprentis célèbres, des personnalités de tous horizons. Et on termine avec Julie Couillard, qui continue à se défendre, tabernacle de Caribou. Et vous avez été serveuse dans un club de danse? J'ai été serveuse, mais Je suis pas le père de l'enfant de Rachida Dati. Merci Yann, à tout à l'heure pour le Journal People, la météo avec Pauline Lefebvre. La météo, c'est avec Cartridge World, réseau de magasins qui recharge les cartouches pour copieurs, fax et imprimantes. Bonsoir Michel Houellebecq, bonsoir Bernard-Henri Lévy. Comme vous, nous écrivons à quatre mains. Comme vous, le monde nous méprise, car nous décrivons sans complaisance la réalité. Et comme vous, c'est grâce à Internet, par le truchement d'une webcam, que Jean-Patrice et moi confrontons nos points de vue sur notre temps et partageons nos solitudes de marginaux de la météo. Pas mal. Ouais. C'est pas fini. Personne ne nous aime. Par Jean Clément. Alors, mon cher et clairvoyant compagnon, quel temps fera-t-il demain matin, selon vous? Il fera un temps de merde. Oui, et je vous rejoins sur ce point. La lucidité devant le ciel emporte vers le réel, aurait dit Sartre. Enfin, s'il l'avait dit. Et votre pessimisme est confirmé par cette première carte. Regardez, Jean-Patrice, le ciel bas et lourd pèsera comme un couvercle sur la moitié nord du pays, tandis que les espoirs de soleil sur la moitié sud seront probablement balayés d'une rafale de vent d'automne. Et ce n'est pas le thermomètre qui nous réchauffera l'âme. Il fera 6 à Aurillac, 10 à Besançon et 15 face à la houle hurlante de Brest. Et dans l'après-midi, ce ne sera que bourrasque et crachin du nord à l'Aquitaine et grisaille sur le reste du pays. Les rares lueurs ensoleillées sur le sud-est à la Corse ne seront que le maquillage hideux de l'hiver à venir. Les températures seront toutefois moins pénibles, de 17 à Nantes, à 24 à Marseille. Vous pourrez peut-être ranger votre duffel coat, Jean-Patrice. Jean-Patrice, vous êtes toujours dans la verte Irlande? Mais non, je suis dans le 15e arrondissement. C'est encore plus déprimant. Tenez bon, Jean-Patrice, tenez bon. J'ai besoin de vous. La météo vous a été présentée par Cartridge World, réseau de magasins qui recharge les cartouches pour copieurs, fax et imprimantes. Merci Pauline. La météo, ça allait? Je suis très content. Vous êtes meilleur que quand vous imitez Ariel. Je fais ce que je peux. Vous étiez très bonne là aujourd'hui. Ah oui, c'était Louise. Vous voyez que je suis un fidèle spectateur de ce journal et de cette séquence en particulier. Je vous remercie Jean-Patrice aussi. C'était Louise. Merci. On va se retrouver après la pub pour le zapping avec PPD. Cela dit, l'histoire de l'enfant de Rachida Dati, c'est quand même inouï. Cette bande de petits mâles et de porcs qui défilent pour faire des communiqués de presse pour dire qu'ils ne sont pas le père de l'enfant de Rachida Dati, c'est absolument immonde. Il y avait Aznar la semaine dernière. Maintenant, il y a ce Laporte. Enfin, écoutez, un gentleman ne dit rien. Si tant est qu'il soit suspecté. Non mais honnêtement, je viens de découvrir ça. C'est hallucinant. Donc vous ne dites rien. Le grand journal de Canal+ avec Bernard-Henri Lévy et Michel Houellebecq, tout de suite les zappings du week-end. Nous avons tenu à prendre un engagement solennel des chefs d'État et de gouvernement de soutenir les établissements bancaires et financiers face à la crise. Chaque gouvernement agira selon une méthode et avec des moyens qui lui sont propres, mais de manière coordonnée avec les autres États européens. Cette banque allemande va mal, très mal. Il faut qu'elle trouve 20 milliards d'euros d'ici la fin de la semaine. Sinon, c'est la faillite. La première leçon à tirer de la crise, c'est qu'il faut demander des comptes aux responsables. Aujourd'hui, dans notre pays, un jeune sur 4 entre 18 et 25 ans est en dessous du seuil de pauvreté tel qu'on le chiffre dans notre pays, qui est plus riche que d'autres, c'est-à-dire 880
euros. Et vous allez pouvoir nager sur place dans la plus grande piscine du monde. Regardez, elle fait 1 km de long. C'est joli, hein? C'est magnifique, hein? Elle est composée d'eau de mer recyclée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que vous pourrez quand même avoir ce joli... C'est de l'eau de mer. Mais oui, comme ça vous pourrez avoir quand même ce joli 1 kilomètre effet de long, regarde ondulé ça. dans... Il est le premier dans ce champ où la machine vient de passer. Bonne pioche. Il charge très fort les tracteurs. Des fois, les pommes de terre tombent directement au sol. Il y a juste à se blesser pour les ramasser. En plus, c'est de la bonne pomme de terre. Très belle, de la grosse pomme de terre en plus. Ça, c'est vraiment bénéfique, quoi. Ce trimaran a été pensé pour battre sur l'eau tous les records. 40 mètres de long, 47 de haut, 23 de large, soit le volume de l'Arc de Triomphe. La cagnotte du Sénat a un bas de laine d'1 milliard d'euros accumulé au fil des ans. Ces temps de crise, ça peut sembler choquant. Non, c'est qu'actuellement, le Sénat, cet argent ne va pas les particuliers, il va dans l'investissement du Sénat. Il va dans l'investissement du Sénat. Ce n'est pas les sénateurs qui se mettent dans la poche. Vous étiez au courant de cette cagnotte? Ça commence par des conneries, alors comptez pas sur moi. Pourquoi des conneries? Parce que vous êtes un con et incompétent. Bernard Laporte en a profité pour annoncer un scoop. Bernard, si je puis me permettre, vous n'êtes pas le papa du futur bébé de Rachida Dati. Vous l'avez confirmé. Oui, je l'ai annoncé, oui, fort. Bon, on est chaud. Donc ça, c'est fait. Voilà. Et puis, j'ai croisé aussi Bertrand Delanoë. Communication politique plus fort que Ségolène Royal au Zénith, Jean-François Copé à Bercy. Eh ben dis donc, la privatisation de la Poste, ça promet. Vous n'êtes pas sensible à l'aspect érotique de la voiture. Tout à l'heure, Céline disait que c'est quand même un caractère sexuel. Vous voulez pas qu'on se caresse pour évacuer la tension? Pour pouvoir revenir au débat un peu plus libéré? Ils se sont invités au mondial de l'automobile. 550 salariés de Ford, leur usine située à Blanquefort, près de Bordeaux, est menacée de fermeture. C'est ça le plus beau dans l'arc, c'est ça. C'est vraiment magnifique. Bon, bah moi je suis un peu émue du coup avec tout ça. Christine, vous ne prenez pas de risque. Nous avons notre gagnante, mais néanmoins... Non, ça c'est la bouteille. Ça c'est la bouteille, ça c'est beau. C'est émouvant, c'est notre premier. C'est une grande histoire qui s'annonce. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de mixitude. Vous avez juste en face de vous un titre de Zouk. Ah, je suis ému, excusez-moi. On me dit que vous aviez le même dentiste qu'Isabelle Adjani. Ah oui, c'est vrai ça. Et le même gynécologue que Stevie. La vieille dame gémit, mais on ne la rassure pas. On rit à ses dépens. Ah oui, vous êtes dans l'avion, non? Allez, vous avez de la chance parce que ce soir, les résultats, c'est pour pas grève. Sinon, vous restiez en l'air. Et sans raison, une des soignantes va se mettre à injurier la vieille dame. Voilà comment on traite les vieux ici. Bon, je savais que ça arrive souvent que les gens soient très différents et opposés de leur image. Mais je le savais parce que moi-même, ça m'est arrivé de voir se développer une image qui n'était pas du tout ce que j'étais. Donc j'avais envie d'en savoir plus. Bon, en plus, j'aime bien ces livres, quoi. Là, vous parlez, il y a quand même eu une animosité à un moment donné entre vous deux. Non, aucune. Non, animosité jamais. Non. Et, moi, de mon côté, la même chose. Je suis Bébert Le Frelon, j'ai 40 ans et je suis fiscaliste. Bonsoir PPD. Bonsoir Michel, bonsoir Bernard-Henri, bonsoir Michel, bonsoir à tous. C'est bien, cette confrontation de deux génies diamétralement opposés risque de marquer autant notre époque qu'en leur temps mes échanges épistolaires avec une célèbre comédienne, même s'ils n'ont malheureusement pas abouti à la même entente cordiale. Merci Yves Lecoq, à tout de suite avec les coups des Guignols. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy et Michel Houellebecq d'être venus sur le plateau du Grand Journal pour la sortie d'Ennemi public chez Flammarion et Grasset, qui est l'événement littéraire de la rentrée. On va se retrouver, Jean-Michel à demain, Ali, vous restez avec nous et Karianne. On va se retrouver après la pub, après les Guignols, avec Christophe Soumillon, le vainqueur du prix d'Amérique, du prix de l'Arc de Triomphe
Autant pour moi hier et Sophie Talman, son épouse, et avec Caterina Morino pour 13 qui débute ce soir, l'œuvre de Jean Van Damme qui est à son bras. À tout à l'heure.